tender, love me sweet. Oh, j'ai un putain de bug. Non mais ça marche pas ce truc. Le grand bug de l'an 2000. Alors le bug est général. Bon, on fait quoi? Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, vas-y fonce, vas-y fonce. Bug me tender. Bug me tender, le podcast qui caresse le bug, mais pas forcément dans le sens du poil. Spécialiste des risques systémiques, des stratégies de résilience et du storytelling comme outil de transformation, avec ce CV, Arthur Keller, conférencier, formateur et auteur, possède forcément une réponse à une question qui turlupine Bug Me Tender. L'effondrement sera-t-il le dernier bug ? Arthur Keller, bonjour. Bonjour. Merci de venir buggy-woogie avec nous. Je buggy-woog. Eh ben super. Alors là, on rigole, mais le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui n'est pas foncièrement tout le temps très drôle, puisqu'on va parler d'effondrement. On va effectivement parler d'effondrement. Arthur, depuis 2007 et l'apparition du livre de l'universitaire américain Jared Diamond Collapse, l'effondrement de notre société constitue une perspective crédible et on peut le dire ultra anxiogène. L'effondrement, cet effondrement, il est au cœur des débats encore très théoriques autour des nouveaux modèles de résilience que l'homme doit construire en réponse à un bug de civilisation qu'il a finalement lui-même façonné cousu main. Mais avant de guérir, encore faut-il diagnostiquer. Vous évoquez souvent les limites de nos sociétés, certaines de leurs causes, dont le dogme de l'économie de croissance et les biais explicatifs de l'inaction. On est donc obligé de se demander de quel bug parle-t-on, singulier ou pluriel, quand on parle d'effondrement, Arthur Keller ? Bon, merci pour cette question. Elle est intéressante, elle est surtout très longue et complexe, donc je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. Allez-y. Effectivement, de quoi on parle quand on parle d'effondrement ? Il faut peut-être commencer par une définition de la chose. Il y a une définition d'Yves Cochet que j'aime bien, qui dit que c'est un processus à l'issue duquel les besoins élémentaires ne seront plus assurés par des services encadrés par la loi. Vincent Mignereau, que je connais bien aussi, a une autre définition personnelle qui est très bonne également, je trouve, qui en fait repart quelque part de la définition d'Yves Cochet, mais étend cette définition en disant que c'est pas comme s'il n'y aurait plus de loi pendant ou à l'issue d'un effondrement. Il y aura toujours des lois, mais ce ne sont plus les lois humaines, ce sont les lois naturelles qui reprendront le dessus, et on devra de nouveau être soumis aux lois de la sélection naturelle, c'est-à-dire la compétition pour l'accès aux ressources essentiellement. Et attention d'ailleurs, une petite précision, il n'y a pas compétition versus coopération, c'est pas vrai. La compétition s'applique à tout le monde et à l'intérieur du cadre général de la sélection naturelle, qui est un cadre compétitif, il peut y avoir soit des stratégies de coopération, soit des stratégies de rivalité, et souvent un mélange des deux. Donc quand je dis compétition, c'est pas versus coopération, c'est bien que nous serons tous soumis à la compétition. Et à l'intérieur de ce cadre, on pourra choisir une stratégie ou une autre. Ma définition personnelle, elle est assez générale, de l'effondrement, c'est un processus au cours duquel on passe de l'hétéronomie à l'autonomie. On passe individuellement, mais aussi collectivement, même au niveau des sociétés entières, d'un système qui est hétéronome, c'est-à-dire un système qui est dépendant de chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes, en énergie notamment, en matériaux, et donc qui dépend de ressources qu'on va chercher ailleurs, qui dépend donc de chaînes logistiques qui elles-mêmes nécessitent des transports, dont au niveau mondial 96% utilisent du pétrole. On va passer de ce système-là à un moment, un système où il n'y a plus tout ça, et donc un système qui devra aller vers l'autonomie. Soit on l'aura anticipé humblement et on saura peut-être tendre vers l'autonomie, ce qui est extrêmement complexe, soit on ne l'anticipe pas parce qu'on se croit invincible et cette transition vers l'autonomie sera forcée et chaotique. Donc voilà, grosso modo de quoi on parle. Dans tous les cas, c'est un processus. C'est-à-dire que l'effondrement, c'est pas un événement. C'est pas, comme les experts du risque le pensent quelquefois, un événement futur auquel on pourrait attribuer une probabilité et un prix et un coût. C'est pas ça, c'est un processus complexe, protéiforme, qui a déjà commencé. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui du côté du monde naturel, c'est extrêmement clair des effondrements en réalité sont déjà en cours. Il faudrait parler au pluriel toujours quand on dit effondrement, parce que ce sont des effondrements qui se produisent partout. Nous avons, si vous voulez, je vais un petit peu détailler ça sur les effondrements qui sont en cours. Mais en tout cas, je vais y aller maintenant. Les effondrements aujourd'hui auxquels on est confronté dans le monde naturel, c'est quoi ? Regardons du côté de ce que nous dit la littérature scientifique assez solide sur le sujet. On a des travaux, par exemple, du Stockholm Resilience Center à Stockholm, donc, qui s'appellent les Planetary Boundaries. En français, c'est les limites planétaires, qui montrent qu'on est en train de dépasser un certain nombre de limites critiques au-delà desquelles la stabilité du système
écologique qui est constitué par l'humanité sur la planète Terre, la stabilité de ce système est remise en question. Aujourd'hui, sur 9 limites théoriques qui ont été identifiées, il y en a déjà 4 qui sont passées. On a également des travaux de Will Stephen, par exemple, qui s'appelle en anglais The Great Acceleration, la grande accélération, où on regarde un certain nombre de paramètres sociaux, en tout cas sur nos sociétaux plutôt, et des paramètres également écologiques, et on regarde un petit peu les courbes, et on voit que les courbes s'exponentialisent partout, dans l'usage que l'on fait d'un certain nombre de matériaux, dans la quantité de construction que l'on fait, dans la production de produits, d'objets, de déchets, et de l'autre côté, eh bien, dans l'exploitation qu'on fait des ressources naturelles. Et donc, ça s'accélère à une vitesse que nous, dans notre petite vie, on n'imagine pas à quel point l'emprise qu'on a sur l'environnement s'accélère. Et puis, il faut également regarder du côté du Global Footprint Network, des gens qui sont aux États-Unis, qui ont créé le concept d'empreinte écologique et qui compare en fait deux choses. D'un côté, l'empreinte écologique, à savoir, pour schématiser, c'est vrai, l'emprise, l'impact que l'on a sur la planète Terre, aussi bien en ressources que l'on en prend qu'en déchets que l'on y jette, et comparer ça à la biocapacité, c'est-à-dire la capacité de la Terre à absorber les déchets qu'on y met et à produire les ressources qu'on en prend. Et aujourd'hui, si l'on regarde, on voit clairement qu'on est en déficit écologique, c'est-à-dire que, comme certains le disent, on consomme plus d'une planète, c'est-à-dire qu'on est largement au-delà dans l'impact qu'on a sur l'environnement de ce que la planète peut durablement nous donner. Et donc, il y a des limites. Et ces limites, pour certaines, nous les avons déjà dépassées, pour d'autres, on est en train de le faire. C'est aujourd'hui quelque chose qui se dégage très clairement de la littérature scientifique sur le sujet. Donc ce n'est pas, j'ai envie de dire, un discours d'hurluberlu que de présenter des limites auxquelles nous serions confrontés. C'est pas non plus un discours d'idéologue qui consisterait à dire on va vous empêcher de vivre comme vous voulez juste parce qu'on a un projet idéologique derrière. Non, il y a juste des limites, point. Et maintenant, les gens qui prétendent le contraire, ce serait à eux de le démontrer, parce que si l'on regarde la littérature scientifique sur le sujet, elle est relativement claire. Alors pour terminer, j'ai envie de dire qu'effectivement, on a ces limites qui sont sur le monde naturel. Et évidemment, pour nous, de manière très égoïste, quand je dis nous, je parle nous, humanité, ce qui va nous intéresser encore plus, même si moi, personnellement, rien que la disparition d'un certain nombre d'espèces et d'un certain nombre d'animaux, parce que les espèces, c'est avant tout des êtres vivants par million. Un certain nombre, on est sur le million quand même. Hein, donc on est sur les milliards. On est sur les milliards. Oui, vraiment des milliards par an, des milliards par an. Donc, pour moi, cette disparition, ce massacre, c'est une véritable tragédie. Mais bon, bref, passons. Le fait est que pour la plupart des hommes, ce qui les intéresse, c'est les hommes. C'est d'ailleurs un des problèmes, on y reviendra peut-être après, à mon sens. Et donc, derrière, ça implique nécessairement des tragédies humaines, des tragédies sociales, sociétales. Et c'est là qu'il faut un petit peu réagir, il faut avoir un sursaut. Aujourd'hui, notre problème fondamental, parce que c'est ça que tu me demandes, grosso modo, c'est quoi le bug de civilisation ? Tu me demandes de caractériser un petit peu l'effondrement. Je peux te le faire là en une phrase. Le gros problème fondamental, vas-y. Le problème fondamental, il est de nature presque thermodynamique. Parce que nous vivons dans une civilisation qui est essentiellement aujourd'hui, pour la quasi-totalité de l'humanité, dépendante d'un certain nombre d'approvisionnements, notamment en combustibles fossiles, ce que certains appellent la civilisation thermo-industrielle, et que cette civilisation-là, c'est un flux thermodynamique qui transforme la nature en déchets. Voilà ce que c'est. C'est ça. On prend des ressources en amont, on les transforme en biens et en services, ce qu'on appelle l'économie, avec de l'énergie, et en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Je dis d'ailleurs au passage, je le dis souvent dans mes conférences, ceux qui m'ont déjà entendu, pour eux ce sera sans doute une redite, mais que parmi les déchets et les pollutions qu'on rejette, il y en a de diverses natures. Il y en a qui sont solides, il y en a qui sont liquides, il y en a qui sont gazeuses. Et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le dérèglement climatique est une conséquence de cette civilisation qui est un flux linéaire, irréversible, qui transforme la nature en déchets. Je dis linéaire, irréversible, certains vont dire l'économie circulaire. Oui, mais l'économie circulaire ne permet que de circulariser certains flux internes au système, mais ça ne circularise pas la civilisation. Donc au final, c'est essentiellement un flux linéaire, et le climat, le dérèglement climatique est une conséquence de cela. Si on s'attaque à ce problème comme un problème de fond, peut-être qu'on va réussir, et en tout cas on n'y arrivera pas en faisant de la croissance, mais peut-être qu'on va réussir un jour à décarboner la civilisation, et ce sera absolument majeur, il faut le faire. Mais même si on y arrive, on n'évitera pas un effondrement global,
enfin des effondrements en tout cas, locaux, mais dans une grande dynamique locale globale d'effondrement, on ne l'évitera pas parce que ce qui nous attend, c'est nécessairement une énorme descente énergétique et matérielle dans les prochaines décennies. Ce qui nous attend, c'est que l'empreinte écologique dont je parlais, qui est aujourd'hui supérieure à la biocapacité de la planète, ben ça, ce n'est pas durable. Ce n'est pas une question, une fois de plus, d'idéologie ou même d'analyse personnelle. Ce n'est pas mon avis que je donne là. C'est simplement de la science. Nécessairement, l'empreinte écologique va repasser sous la biocapacité de la planète. Soit nous le faisons de manière intelligente, humble et lucide, soit on ne se prépare pas et ça nous sera imposé. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous disiez peut-être. Donc dans ce peut-être, il y a une notion de temporalité. C'est quand est-ce qu'on le fait. Donc est-ce que l'homme finalement, est-ce qu'il a encore le luxe de bugger dans la réponse collective qu'il doit apporter face au défi de l'effondrement, programmé ou pas? Est-ce que l'homme a le luxe de bugger? Je considère en vous entendant qu'il bug depuis un certain nombre de décennies. Donc est-ce qu'on peut encore bugger ou est-ce qu'à un moment il va falloir qu'on arrête de bugger? Alors, sinon on va droit dans le mur. Déjà, il y a plusieurs choses dans cette question. L'homme. Il y a une généralisation. Hein. Il y a l'homme comme s'il y avait une entité qui s'appelait l'homme. Là, je parle de l'homo sapiens, le dernier survivant des hominidés qui a réussi à dominer la planète, comme le rappelait Yuval Noah Harari dans son best-seller Sapiens. Il a réussi à dominer la planète. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus déjà. Je suis pas, à mon avis, je ne pense pas que l'homme domine quoi que ce soit. Je pense qu'il a l'obsession de dominer, je pense qu'il a l'illusion de dominer et qu'il domine, oui, de manière très concrète, un certain nombre d'autres choses, mais ce n'est que temporaire. Je pense que donc les lois de la nature, qu'il a totalement niées et piétinées, sont en train de se rappeler à son bon souvenir. Je pense que les lois de la nature vont le remettre à sa place, qu'il le veuille ou pas. Hein. Nolens volens, il va devoir rentrer dans le rang. Parce que effectivement cette société dans laquelle nous vivons, c'est pas d'ailleurs le cas de toutes les sociétés dans l'histoire, mais de la société principale dans laquelle nous, en tout cas aujourd'hui ici dans cette pièce, nous vivons, c'est une société qui croit qu'on peut découpler l'homme et la nature. Et c'est une aberration totale. Ça ne représente pas le réel. Je disais, il n'y a pas d'homme dans le sens où il n'y a pas une entité qui prend une décision cohérente d'ensemble collective, il n'y a pas une conscience collective. Et c'est bien ça le problème. Si l'homme pouvait faire quelque chose, peut-être de manière concertée au niveau planétaire, ce serait super. Mais là, ce n'est pas le cas. Et c'est bien ça le problème. Donc, il y aura des réponses collectives, et il faut des réponses collectives, mais ce ne sont pas des réponses à l'échelle qui devrait être l'échelle pertinente, à savoir l'échelle planétaire. Ce seront des réponses collectives au niveau des territoires, j'ai envie de dire, au niveau des bassins de vie. C'est là que ça va se jouer dans l'avenir. Alors, est-ce que l'homme a encore le luxe de bugger ? C'est pas à lui de décider. C'est bien ça qui est problématique. C'est qu'on arrive dans un contexte où nous pouvons encore faire plein de choses, mais où on ne peut pas tout faire. Il y a un problème de timing notamment. C'est-à-dire que le développement durable, ma foi, pourquoi pas ? Ça aurait peut-être été possible de développer un concept véritablement durable, de développement durable. Ça n'a jamais été le cas. Le développement durable, tel qu'il a été pensé dès le rapport Brundtland en 87, c'est un développement où il y a l'impératif de croissance. Mais après, on imagine qu'on développe des technologies qui vont nous aider à rendre tout ça durable, à rester dans les limites justement de la planète, et puis qu'il va y avoir une bonne redistribution qui fait que tout le monde va être heureux. Enfin, c'est ça le développement durable. Mais en réalité, ça part d'un postulat qui est qu'il est possible de croître économiquement tout en revenant, en décroissant pour revenir dans les limites durables de la planète. C'est une croyance. Mais véritablement une croyance, puisque ça ne s'appuie sur absolument rien d'empirique. Si on regarde toutes les courbes, ça n'a jamais été le cas. Quand on croit économiquement, on croit énergétiquement et on croit en matériaux. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante là, qui est apparue le 17 avril dernier d'un Anglais et d'un Grec. Je ne me souviens plus leur nom, je crois que lui s'appelle Hickel et lui est Giorgos, et qui dit, je crois que c'est « Is green growth possible ?» un truc comme ça.
Et donc, ils ont étudié effectivement le découplage. Est-ce qu'il peut y avoir un découplage partiel ou total entre l'usage de ressources et les émissions de gaz à effet de serre d'un côté et entre la croissance économique de l'autre? Les données sont extrêmement claires. Non, c'est pas possible. Donc, il peut y avoir des découplages partiels, c'est-à-dire il y en a un qui croît moins vite que l'autre. On peut faire croître le PIB plus rapidement qu'on ne fait croître l'usage de ressources. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, au XXe siècle, on allait vers un découplage en matériaux, c'est-à-dire qu'on arrivait à être plus efficace dans notre usage des matériaux vers la fin du XXe siècle, sauf que ça a été que temporaire, et que là, de nouveau, depuis une vingtaine d'années, c'est le contraire, il y a un recouplage matériel. On utilise de plus en plus de matériaux pour produire $1 de PIB au niveau mondial. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de découplage, c'est une illusion. Or, et c'est bien ça le bug, puisqu'on parle de bug, or c'est la prémisse. Cette idée qu'on va pouvoir découpler est la prémisse de toutes les politiques en la matière. Toutes les politiques publiques, la CCNUCC par exemple, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le texte qui encadre toutes les COP, les sommets onusiens sur le climat. Si vous regardez, n'importe qui peut le faire en ligne sur le document officiel, article 3, alinéa 5, il est écrit l'impératif de croissance. Parce qu'ils considèrent, c'est leur prémisse, que c'est possible d'avoir de la croissance, parce qu'il faut bien ça, ma bonne dame, pour ensuite investir dans les innovations technologiques et autres types d'innovations. D'ailleurs, elles ne sont pas que technologiques, elles peuvent être normatives, législatives, pour pouvoir ensuite réguler la chose et rester à l'intérieur des limites de la planète. Mais ce postulat ne se base sur rien, quoi. Et du coup, Arthur Keller, ce grand mensonge-là que vous décrivez un peu depuis tout à l'heure, notre incapacité à changer de paradigme, est-ce que c'est pas finalement la résultante d'une incapacité globale de vouloir repenser notre rapport au vivant et à la nature, la manière dont on interagit avec lui au quotidien, ou avec eux au quotidien, parce que ça serait un changement fondamental de nos modèles actuels? Non, mais bien évidemment, j'allais dire. Non, pas bien évidemment. Ça, c'est une question de point de vue, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Et merci de me tendre cette perche-là. Je pense que, pour parler de bugs, donc pour revenir au thème central de cette interview, pour parler de bugs, un des plus gros bugs va être de nature anthropologique chez nous. On peut remonter encore plus haut, on peut remonter à comment est structuré notre cortex, on en parlera après peut-être un peu, mais en tout cas, effectivement, c'est plus qu'un problème culturel, c'est encore plus que ça, c'est un problème anthropologique. Notre place dans la nature, notre vision de notre place dans la nature est quelque chose de totalement faussé aujourd'hui. Pour certains, elle est très cartésienne au sens de Descartes, lorsqu'il dit, il faut se méfier du mot cartésien, puisqu'il y a deux exceptions, je ne veux pas dire par là logique rationnelle. Je veux dire dans la logique de Descartes, où l'homme est possesseur de la nature, maître et possesseur de la nature, et où le reste de la nature n'est là que pour servir l'homme. C'est une vision idéologique très forte. Ça n'a rien de logique, ça n'a rien de scientifique. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, les lois de la nature se fichent bien de nos idéologies. Donc, on a un problème effectivement de rapport au naturel. Il y a plusieurs grandes disruptions qu'il faudrait opérer, faudrait essayer d'opérer en tout cas dans nos sociétés, qui relèvent peut-être presque de blessures narcissiques pour l'homme. La première, c'est effectivement que l'homme se remette au sein de la nature là où il a toujours été, et quand bien même nous vivons dans des décors urbains qui nous masquent la nature aujourd'hui, malgré tout, nous dépendons plus que jamais de la nature via des flux d'approvisionnement perpétuels et continus dont nos villes dépendent, et accessoirement, donc ça c'est une blessure narcissique, nous ne sommes pas hors de la nature, nous n'avons pas dominé la nature, nous ne sommes pas au-dessus de la nature, nous n'avons pas un destin particulier dans la nature, et même pour les très croyants, si on remonte aux textes liturgiques, les textes anciens, il n'y a jamais véritablement eu de l'homme doit dominer. Il y a effectivement eu quelques phrases qui sont souvent reprises de pulluler, reproduisez-vous et puis utilisez la nature, mais tout ça vient dans un contexte qui ne dit pas que l'homme est un maître de la nature, qui dit que l'homme est plutôt un dominus de la nature. Et dominus, c'est pas le maître, dominus, c'est le maître de maison. Et le maître de maison, c'est le bon gestionnaire. C'est quelqu'un qui est plutôt au service d'eux. C'est un roi esclave, un roi au service d'eux, en fait, l'homme, qui doit prendre soin du jardin d'Éden. Donc si on remonte même au texte biblique que certains utilisent pour dire que la nature est au service de l'homme, en fait, non, c'est pas ce qu'il y avait écrit dans les textes. Donc, même là, ils se trompent. Donc ça, c'est la première blessure narcissique, remettre l'homme effectivement donc un petit peu à sa place, comme je disais, dans la nature, qu'il le veuille ou non. Et la seconde blessure narcissique, c'est que tout n'est pas question de volonté.
Tout n'est pas question de génie, de talent, d'intelligence. On a une obsession avec ça. L'homme est tellement supérieur Le à tous fameux les génie autres. humain. Et oui, voilà, le fameux génie humain. On a cette obsession incroyable. Et oui, il a été très utile pour certaines choses. Et puis, il a été, par contre, très dangereux et pernicieux pour d'autres choses aussi. Il ne faut pas dire que c'est tout positif ou tout négatif. Et est-ce qu'il a un rôle à jouer demain ? Oui, peut-être, il a un rôle à jouer demain. Mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est plus un outil qu'autre chose, et ça dépend au service de quelle idéologie, justement, on met cet outil. Si l'idéologie, c'est de croître, c'est cette course au toujours plus, c'est on a des problèmes, mais c'est pas grave, on va aller coloniser d'autres mondes ailleurs, dans l'espace. On en parlera tout à l'heure. Non, mais bon, voilà, il faut juste prendre conscience du timing des choses. On a environ 40 ans pour agir, mais 40 ans dans l'autre sens. Voilà, on avait jusqu'aux années 70 pour véritablement agir. On ne l'a pas fait. Et maintenant, il s'agit de fabriquer autre chose. On va en parler, je pense. Donc justement, ce bug de l'effondrement est-il encore anticipable ? Parce que vous écoutez dans la grande illusion dans laquelle on vit, vous parlez timing, c'est une question essentielle à laquelle j'aimerais avoir votre réponse assez concise. Assez concise. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. On avait jusqu'aux années 70. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Ouais. C'est parce que tu regardes effectivement les travaux, comme je disais tout à l'heure, du Global Footprint Network. On regarde que les deux courbes, celle de l'empreinte écologique et celle de la biocapacité, se sont croisées au début des années 70. Et depuis, nous avons un impact sur la planète qui est supérieur à ce que la planète peut durablement absorber. Même si on peut, si tu veux, pinailler sur la validité parfaite, théorique de ces indicateurs, qui sont comment est calculée l'empreinte écologique, comment est calculée la biocapacité. Ok, et si ça se trouve, il se trompe un petit peu, si ça se trouve, c'est pas 1971, et si ça se trouve, c'est 1986. And so what ? Je n'en sais rien. So Ouais. what ? Le fait est qu'aujourd'hui, très clairement, et on le voit à peu près à tous les niveaux, tous les voyants sont au rouge, au niveau des écosystèmes notamment, mais au niveau aussi du dérèglement climatique, et au niveau d'un certain nombre de phénomènes, de processus qui sont en train de se passer dans le vivant, où il y a des effets de seuil et des effets d'emballement qui sont en train de se produire. Je pense au permafrost, je pense à l'acidification des océans, l'apparition des zones mortes dans les océans qui ont été multipliées par 4 depuis 1950, un certain nombre d'autres choses. Bon bref, nous avons aujourd'hui clairement dépassé les limites de cette planète. Or, nous n'avons pas d'autres planètes, je le rappelle. Donc l'analogie de la Terre vaisseau spatial est tout à fait bonne. Nous sommes dans un vaisseau spatial qui est certes grand comme une planète, mais ça n'empêche que sur ce vaisseau spatial, il y a un équipage et des passagers, et puis il y a ce qu'on appelle les systèmes de support de la vie, un système de support de vie, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de respirer, de boire, de nous nourrir, etc. Et d'avoir un certain nombre de ressources à notre disposition pour survivre. Bon, ben voilà, nous sommes en train de détruire les systèmes de support de vie de notre vaisseau spatial, c'est ce qui est en train de se produire. Les gens qui consistent à dire « Oh, mais non, on va trouver les solutions », c'est une croyance. Les gens qui consistent à dire « Oh, ben, c'est comme si l'humain pouvait détruire une planète entière, enfin, franchement, on n'a pas cet impact-là », non. C'est une croyance aussi. Allez lire la littérature scientifique avant de raconter des choses sur des sujets que vous maîtrisez manifestement très mal. Aujourd'hui, la littérature scientifique est claire. Alors, quand je dis ça également, j'ai fait une petite précision. On va croire que je suis un béni oui-oui de la science. Tout ce qui sort de la science, pour moi... Eh bien, pas vraiment, dans le sens où je sais que la science n'est pas parfaite. C'est pas parce que quelque chose a été publié que c'est parole d'évangile. Je sais aussi que la science aujourd'hui est dévoyée par un certain nombre de personnes, et notamment les systèmes de publication, où il y a des gens qui publient alors qu'ils ne devraient pas pouvoir publier. Voilà, elle est sujette à un certain nombre de dysfonctionnements, la science aujourd'hui. N'empêche que si c'est pas la science, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est la seule source que l'on a, qui est crédible et qui est valide et qui est valable dans son ensemble. Quand même, la majorité des scientifiques aujourd'hui quand même font bien leur travail. Et nous avons d'ailleurs dans la science différents types de sciences. Il y a des sciences qui sont, je dirais, très théoriques et très conjoncturales, je ne sais plus comment on dit, mais enfin qui se basent beaucoup sur des hypothèses. Mais il y a de la science qui est simplement de l'observation, notamment sur les populations d'animaux et sur la fonte des glaces. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment de la science que de dire ça fond ? Il suffit d'aller regarder en réalité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la science, même si elle n'est pas parfaite, c'est notre meilleure source. Et donc, ce qui compte avant tout lorsque l'on aborde, lorsqu'on essaie de comprendre le monde, comment il fonctionne et les grandes dynamiques du monde. Quand je dis les grandes dynamiques, je parle effectivement des dynamiques écologiques et des dynamiques énergétiques,
thermodynamiques, qui sont pour moi beaucoup plus déterminantes encore que les autres dynamiques politiques, géostratégiques. Je veux dire, la Chine développe la nouvelle route de la soie. Oui, c'est très important, ça va avoir un impact dans le futur, mais beaucoup moins d'impact que les disruptions écologiques, que le dérèglement climatique, que les ruptures vers lesquelles on va de chaînes d'approvisionnement et les grandes pannes. Donc, même eux, avec leurs grands projets, ils vont avoir du mal au final. Donc, je dis que pour comprendre ces grandes dynamiques du monde, ce qu'on a de meilleur aujourd'hui, même si ce n'est pas parfait, ce qu'on a de meilleur, c'est la science. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méthode et que ce qui compte, c'est la méthode. Et la méthode, c'est quoi ? Je termine là-dessus, parce que c'est extrêmement clé. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent ce qu'ils veulent penser, croient ce qu'ils veulent croire, parce qu'ils ne savent pas raisonner de manière parfaitement rationnelle et rigoureuse, parce qu'on ne leur a pas appris ça et parce qu'on est noyé dans un bain d'informations continuelles qui nous perd plutôt que de nous éclairer. Mais il y a une méthode et tout doit se ramener à cette méthode si l'on veut avoir une chance de véritablement comprendre, si c'est ça le but, de tendre vers une objectivité qui est à 100% impossible. Donc c'est quoi la méthode ? Eh bien, on a des hypothèses. Ces hypothèses peuvent faire intervenir une part d'intuition. Et ensuite, une fois qu'on a des hypothèses, on va les tester. C'est-à-dire qu'on va essayer de les mettre en tort, en faux, ces hypothèses. On va essayer de les invalider. Pour cela, on met en place des protocoles de test de l'hypothèse et on va tester l'hypothèse. Voilà. Et si l'hypothèse... On va en fait tester un certain nombre de cas de figure où l'hypothèse serait mise à mal, on va voir si elle tient. Si l'hypothèse ne tient pas, soit ça peut amener à changer la théorie, soit carrément à l'invalider, soit ça peut être valider la théorie. Est-ce que ça veut dire que si elle a passé les tests, c'est bon, c'est gagné ? Non, c'est pas gagné. À ce moment-là, on publie, on écrit un article, on le propose à ses pairs, à des grands experts. Les grands experts du domaine vont regarder, est-ce que ça tient la route ou pas ? Si eux, ils valident, alors c'est publié. Est-ce que ça veut dire que c'est validé ? Non. Ça veut dire que c'est validé uniquement tant que ce n'est pas invalidé éventuellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est publié dans une revue à comité de lecture, la communauté scientifique commence le débat scientifique. Et des experts partout dans le monde peuvent venir tester les hypothèses, venir critiquer les protocoles opératoires, venir refaire l'expérimentation. Et si c'est répétable, si effectivement la théorie se répète et peut être refaite, remise en œuvre dans d'autres conditions, à ce moment-là, effectivement, on valide. Et voilà, c'est ça le protocole scientifique. Il n'y a que celui-là qui tienne la route aujourd'hui. Donc les gens qui juste lisent sur Internet des choses et qui veulent croire ce qu'ils veulent croire, on a un vrai problème avec ça. Il faut se préparer à ce que les sciences nous indiquent clairement, nous avons dépassé des limites. Et si on ne change pas de mode de vie, en anticipant le retour de ces limites dans nos vies, eh ben on va se les prendre en pleine tête. Et pourtant, on serait tenté de dire, et pourtant, face à l'effondrement et à la capacité de l'homme à réinventer une société qui va assurer la pérennité de son développement sur Terre, il y a encore deux camps aujourd'hui qui s'opposent à Arthur Keller. Alors, d'un côté, il y a les optimistes convaincus de notre capacité à nous, hommes, quasi biologiques d'adaptation. Et puis de l'autre, il y a les pessimistes, pour qui c'est déjà trop tard et pour qui notre civilisation, justement, va dans le mur. Donc, si on se place entre les deux, essayons. Ce qui est annoncé comme le dernier bug destructeur peut-il en fait être le premier fondateur ? Alors, j'aime bien l'idée d'un bug qui serait un commencement, en fait. J'aime bien cette idée-là. Ce serait un peu un beginning. Exactement. Oh, très bon. Un beginning. Un beginning. Let's begin. C'est ça, let's begin. J'ai juste un problème avec l'usage des mots optimiste et pessimiste. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je suis d'accord qu'il y a plusieurs camps, et il y en a qui pensent qu'on va toujours s'en sortir, et d'autres qui disent que c'est trop tard. Parce qu'ils disent que c'est trop tard. Mais ce n'est pas pour moi pessimisme, optimisme. À la rigueur, les premiers qui pensent qu'on va s'en sortir, c'est des optimistes du système. C'est des gens qui pensent qu'on peut préserver le système. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des gens qui vont avoir souvent des approches solutionnistes, que ce soit par la technologie ou par d'autres outils. Et on a... Le solutionnisme, c'est quoi ? Le solutionnisme, c'est on est face à un problème, soit c'est un problème suffisamment petit pour qu'on puisse directement lui trouver une solution, soit c'est un problème complexe, et s'il est trop complexe, on va le découper en problèmes plus simples, et on va essayer de trouver des solutions aux différents types de problèmes. Mais c'est quoi la finalité du solutionnisme ? C'est de préserver le système. Tu rajoutes tu répares. Préserver existant. Tu préserves, voilà. Tu places des pansements, des rustines sur le système pour qu'il continue. Voilà. Mais ça fait totalement abstraction d'une vision réellement systémique de la chose, de la problématique. Ça fait abstraction des causes primaires. Et c'est pour ça que l'on va traiter des conséquences, des symptômes, comme s'ils étaient les problèmes primaires. C'est pour ça qu'on s'attaque aujourd'hui au dérèglement climatique comme si c'était un problème primaire, alors que ce n'est qu'une conséquence du problème de civilisation que l'on a. Il faut le traiter, hein.
Il faut décarboner, c'est très important, sinon ça va être une catastrophe sans nom. Mais par contre, penser que ça va permettre d'éviter un effondrement, non, ça ne suffira pas. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, tu dis pessimisme, optimisme. Moi, si tu veux, moi, je te dis, il est trop tard pour un quelconque développement durable. Je te dis, nous allons avoir une grande descente énergétique et matérielle au niveau mondial. Ça va être protéiforme, ça va prendre des formes, des géométries, des configurations, des temporalités très différentes selon les endroits. Il y a des endroits qui vont tenir plus longtemps que d'autres, il y a des endroits où ça va s'effondrer d'un coup, des endroits où ça va être très graduel, des endroits où ça va être l'horreur et le chaos, des endroits où ça va peut-être bien s'organiser, je l'espère. Ça va être tout ça, tout un mélange. Et à chaque endroit, comme je le dis souvent, la nature de l'effondrement va prendre la forme et la tonalité des problématiques préexistantes à cet effondrement. S'il y avait des problèmes religieux, ça va prendre une forme, c'est à ce niveau-là que ça va clasher. Si on avait des problèmes autrefois de nature politique, c'est au niveau politique. Si on avait des problèmes de ressources, ça va être sur ces ressources-là que ça va se cristalliser. Et donc, les analystes qui vont aller, quand ça va se casser la gueule à droite ou à gauche, les analystes qui vont vouloir analyser ça, passeront encore à côté des déterminants principaux de l'effondrement, parce qu'eux, tout ce qu'ils verront, c'est les paramètres sociaux, culturaux, politico, économico, etc. Et ils vont voir que ça. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un sera suffisamment intelligent pour relier les points, enfin voilà. Donc ça va évidemment prendre énormément de formes, mais moi, je vous dis que ça, c'est inéluctable, ça va se produire. Est-ce que je suis pessimiste ? Mais je ne suis pas pessimiste. Enfin, si j'étais pessimiste, je ne serais vraiment pas face à toi aujourd'hui et à ce micro. Et pourquoi ? Parce que je serais en train de me préparer vite ma petite résilience et de me casser quelque part et vite. Mais c'est débile. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On peut être pessimiste sans être survivaliste. Ou les deux vont ensemble automatiquement ? Non. Enfin, tout le monde est optimiste et pessimiste. Une fois de plus, il faut arrêter avec ces mots-là. Tout le monde est pessimiste et optimiste. Moi, je suis pessimiste pour certaines choses, optimiste pour d'autres, point barre. Ça n'a aucun sens. Ça ne me définit pas. Je ne suis pas un pessimiste, je ne suis pas un optimiste. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, les gens qui sont les plus optimistes, souvent qui misent sur l'innovation, qui vont dire on va s'en sortir, l'homme s'en est toujours sorti, qui ont vraiment un tempérament de winner, tu vois, et qui vont se consacrer ou se concentrer plutôt sur les super solutions, entre guillemets, qu'on leur propose. Ça va être dans les technos, les nouvelles technos, des trucs super fun, des trucs super intelligents, des trouvailles géniales. Et ces gens-là qui vont ne faire que ça sont en réalité les plus simplistes, les plus candides. Ils n'étudient pas les sujets parce qu'ils sont vraiment dans une candeur, dans une espèce de techno-exaltation du « ouais, on va y arriver, super », mais ils réfléchissent pas vraiment. Ils n'étudient pas de manière rigoureuse et consciencieuse le fond des choses. Ils n'ont pas conscience ni des ordres de grandeur, ni des dynamiques, ni du timing, ni de la nature même profondément systémique du problème. Et c'est parce qu'ils passent à côté de la caractérisation réelle de la problématique qu'ils passent à côté de la caractérisation qu'il faudrait avoir des solutions, qu'on n'a pas. Ils ne comprennent pas que leurs solutions sont inadaptées. Si les gens qui m'écoutent de temps en temps, ça, ils m'ont déjà entendu le dire parce que je l'utilise souvent, il y a un dicton que j'adore. On dit qu'il est japonais, je ne sais pas si c'est le cas. Le dicton, il dit « Si votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou ». J'adore ça. Ces gens-là, ils ont quoi ? Ils ont des outils. Alors pour certains, ça va être l'outil normatif, l'outil réglementaire, et pour beaucoup, ça va être l'outil techno. La technologie, c'est l'outil. Et donc, on va essayer de changer la perception qu'on a de la problématique pour qu'elle colle, pour qu'elle corresponde à l'outil qu'on a. C'est complètement absurde. Il faudrait changer les outils pour qu'ils correspondent à la problématique. On ne le fait pas, parce qu'on se croit invincible. Donc les gens qui sont les plus dans « on va y arriver », qui sont les plus orientés soi-disant vers le futur, dans le sens où ils se projettent dans des univers technologiquement avancés, etc., sont en réalité les plus archaïques, sont les gens qui, même si les images sont belles, leurs conceptions du futur sont totalement obsolètes et ils sont à côté de la plaque tout simplement. Donc malheureusement, c'est eux qui font le plus rêver nos élites. Et c'est ces visions-là qui font le plus rêver nos élites, que ce soit les élites politiques ou les élites économiques. Et donc, ils investissent énormément de ressources et d'argent dans des pistes techno quelque chose, dans des pistes innovantes, qui sont en fait des pertes de temps pour la plupart. Nous, aujourd'hui, je vais répondre à ta question, parce que je suis en train d'y revenir. Allez-y. Est-ce que ça pourrait pas, justement, au lieu de ce bug destructeur, être un premier, tu m'as dit, bug fondateur, c'est ça, un bug fondateur ? Dernier bug destructeur ou premier bug fondateur. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, clairement, l'idée, ce n'est pas d'essayer de rendre ce système soutenable. L'idée et l'optimisme, où on doit le mettre sur la capacité de l'homme à inventer quelque chose de nouveau.
Et c'est possible, c'est tout à fait possible. Et c'est profondément stimulant. En réalité, c'est un projet de civilisation. Ça peut faire peur. En réalité, moi, je pense que ça doit nous motiver parce que tout part de nous. Ça ne viendra pas d'en haut. Il faut bien se le mettre dans le crâne. Ça ne viendra pas de ces élites aveuglées, technocandides. Ça ne viendra pas non plus des politiciens qui, même s'ils le voulaient, ce qui est loin d'être le cas, même s'ils comprenaient tout ce que je raconte aujourd'hui, même s'ils voulaient vraiment agir, ne pourraient pas le faire de manière vraiment complète et cohérente. En réalité, l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est que ça doit partir des territoires, des bassins de vie, de certaines communes ou au niveau intercommunal. C'est là que se construit l'histoire de demain, le seul chemin véritable du bien-être collectif, de la dignité, par l'élimination de cette hétéronomie pour devenir plus autonome collectivement. C'est-à-dire vraiment, au niveau territorial, c'est pas juste une petite communauté de quelques personnes. Ça ne fonctionne pas. Ça doit se construire collectivement. On élimine les dissonances cognitives. Enfin, on élimine le brown-out, c'est cette chose qui nous fait dire à quoi bon, qu'est-ce que je fous là, ça n'a plus de sens ma vie. On retrouve vraiment des choses peut-être plus simples, mais créatrices de sens. Et on instaure des conditions pour une liberté collective maximalisée, des conditions pour qu'un max de personnes puissent se désaliéner de ce système et enfin atteindre un équilibre sain, un équilibre avec la nature. Si on n'arrive pas à faire ça, effectivement, je n'ai aucun optimisme pour le système tel qu'il existe aujourd'hui. Lui, de toute façon, il est niqué. Mais par contre, mon optimisme, je le mets ailleurs. Donc du coup, les leviers de l'optimisme que vous mentionnez me paraissent être l'antithèse complète du très clivant solutionniste technologique que vous avez déjà un petit peu abordé dans la question précédente. Finalement, ce solutionnisme, je pense avoir déjà la réponse, mais est-ce qu'il peut constituer une forme efficace de résilience ou absolument pas ? Parce qu'en fait, cette question, elle interroge forcément la place et le rôle de la technologie dans notre rapport aux ressources et aux vivants. Alors, réponse ou problème ? Oui, alors réponse ou problème. Un peu les deux. Ou les deux, en général. Non, un peu les deux, mais parce qu'une fois de plus, je ne suis pas technophobe. Pour autant, non, c'est pas la réponse. Ça peut être au service d'une réponse, mais c'est pas la réponse. Le solutionnisme, comme je le disais, c'est souvent ce que disent les gens là qui se croient être des winners. Nous, on baisse pas les bras, on est dans l'innovation. Innovation de quoi ? Non, ils sont, comme je disais, ils sont un peu archaïques, ils sont obscurantistes beaucoup, ils manquent de créativité parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, à imaginer autre chose que le système actuel. Ils manquent de courage aussi parce qu'ils enfin bref. Et donc ces gens qu'on présente comme les plus innovants sont en réalité pas du tout les plus innovants. Ils sont un peu en retard de trois trains. La technologie, elle est utile, mais seulement dans certaines conditions. Elle est utile notamment si elle participe à une décomplexification du monde. Parce que, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans les, on va dire à 99%, c'est pas le cas. Aujourd'hui, si on regarde l'histoire du monde et l'histoire technologique du monde, c'est surtout des ajouts permanents de couches technologiques qui complexifient le monde. Et il se passe deux choses. Un, en complexifiant le monde, en technologisant le monde, certes, on l'optimise, mais du coup, il devient moins résilient, on le vulnérabilise. Nous sommes aujourd'hui tributaires de réseaux d'approvisionnement, et donc on est vulnérable à des ruptures de ces approvisionnements, on est vulnérable à des pannes, on est vulnérable aussi à des hackers, des cyberterroristes, des choses nouvelles, des nouvelles menaces qu'on a créées nous-mêmes. Et du coup, est-ce qu'on sera mieux à avoir des véhicules autonomes ou des smart grids ? Faut voir, parce que la panne de ces systèmes-là est beaucoup plus probable qu'une panne de réseau décentralisé qui serait géré coopérativement par les habitants d'un territoire. Ça, c'est quand même beaucoup plus résilient. Donc la technologie, c'est bien, mais seulement si ça décomplexifie le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'atteindre, ça, faut lire par exemple Joseph Tainter pour le comprendre, on est en train d'atteindre un seuil de contre-productivité, c'est-à-dire que les ajouts successifs incrémentaux de complexité arrivent à un moment à un point de rebroussement, au-delà duquel, c'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants, les ajouts, plus on rajoute de complexité, plus il faut d'énergie pour gérer les problèmes qu'a créé cette nouvelle complexité. Et on arrive à un moment où c'est plus possible. Arthur Keller, on va terminer avec, là vous étiez en figure libre, donc on va terminer avec deux petites questions de figures imposées et on va bugger-wugger en conclusion ensemble. Arthur Keller, pour vous, un bug, c'est quoi ? Bon, on va rester donc dans cette métaphore et cette acception informatique. C'est un vice de conception, un bug, qui génère des dysfonctionnements. Voilà ce que c'est. Okay. Évidemment, on a extrapolé l'usage de ce mot à peu près tous les domaines. Ok. Et dans votre domaine, alors on va plusieurs domaines avec vous. Dans votre domaine, c'est quoi le plus grand bug ? Opinion personnelle. L'absence de pensée système. J'ai un peu réfléchi à ça. Je me suis dit, l'absence de pensée système, c'est un bug terrible. Mais ça, on en avait déjà un petit peu parlé. Okay. Et donc, c'est ça qui nous rend aujourd'hui inaptes à poser les bons diagnostics et donc à identifier le bon espace de solution.
je pense que plus encore que ça, deuxième point, c'est le triomphalisme simpliste, donc qui s'exprime dans cette foi aveugle que les gens entretiennent dans le génie humain. Voilà. Donc ça, c'est un véritable problème. Et puis, il y a enfin le problème qui est notre inaptitude à l'humilité, peut-être. Notre inaptitude à la lucidité qui découle de cette inaptitude à l'humilité. Et le fait qu'on préfère croire à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait envie, ce qui nous fait bander, plutôt que d'essayer juste de regarder d'une manière la plus froide, la plus objective possible, ce qui est en train de se passer. Voilà, donc on a notre striatum, comme dit Sébastien Boller dans ce livre Le bug humain là, qui a paru récemment, qui est par exemple une structure dans le cerveau qui nous dit que tout ce qu'on veut, c'est plus de sexe, plus de bouffe, plus de confort, de l'ascension sociale et puis avoir accès à l'information. Donc il dit ça, je pense que c'est vrai. Grosso modo, pour moi, ça participe essentiellement de minimiser la douleur. Voilà ce que c'est en fait. C'est la vie sur Terre, c'est minimiser la douleur. Mais tout ça, on peut le reprogrammer culturellement. Donc c'est bien. On peut stimuler les gens quand ils sont petits pour associer au circuit de la récompense certaines formes d'action qui sont plutôt constructives que destructives. Donc on peut reprogrammer entre guillemets les gens. Ça, c'est une reprogrammation qui est culturelle. Et donc voilà, je pense que le défi, il est avant tout culturel et même, donc, je termine là-dessus, peut-être anthropologique, on l'avait dit, hein, peut-être qu'au-delà même, encore plus loin que le défi culturel, il y a un défi d'anthropocentrisme. Aujourd'hui, ce qui est problématique, selon moi, c'est pas juste que l'homme s'intéresse à l'homme, ça c'est très bien, mais qu'il s'y intéresse exclusivement. C'est un véritable problème. Il est temps d'avoir un peu de respect pour le reste de ceux qui vivent sur Terre, bordel de merde. Ok. La douleur dont vous parliez, on va la maximiser en arrêtant cette interview qui était passionnante. Mais malheureusement, vous parliez de nos limites, mais là on peut pas avoir nos limites, on doit avoir des limites. Donc Arthur Keller, merci beaucoup. Bug Me Tender, le podcast qui caresse le bug, mais pas forcément dans le sens du poil.